Voilà, bonjour à toutes et à tous. À mes côtés, Jérôme Cozandet, vous êtes le responsable du dossier santé au laboratoire d'idées Avenir Suisse. Et puis, tout à ma droite, il y a Baptiste Tourny, président de la section romande de la Fédération suisse des patients. Jérôme Cozandet, est-ce que vous avez été surpris par ce besoin de médecine intégrative qui associe un peu les traitements complémentaires à la médecine conventionnelle ? Bonjour à tous, d'abord, merci de m'avoir invité. Non, je pense que le souhait d'être pris à part entière, n'est pas juste être un patient, dans le mot patient, j'attends qu'on me dise ce qu'il faut faire, mais d'être vraiment un acteur de ma propre santé, ça ne me surprend pas. Ce qui ne me surprend pas non plus, il faut faire peut-être attention avec tous ces chiffres, c'est vrai que c'est indicateur, ça montre une tendance. Mais ça me rappelle un petit peu quand on vous dit, ouais, est-ce que vous aimeriez vous-même définir le programme du prochain forum de la santé? Est-ce que vous aimeriez choisir le menu? Est-ce que vous aimeriez... C'est clair que quand on formule comme ça, les Suisses sont habitués de dire, j'aimerais pouvoir décider. Donc la vraie question qui devrait se poser aussi, enfin en supplément à ce sondage, peut-être qu'il y a ça, Madame Rory, je ne sais pas, mais ce serait du coup à quel prix, enfin un prix pas forcément financier, mais avec quelles conséquences? Parce que tant qu'on vous propose une option sans conséquence, c'est facile à faire. Si je dois garantir avoir un podium l'année prochaine pour le Forum Santé, ce n'est pas la même chose de choisir les intervenants que si je ne dois pas garantir leur participation. Baptiste Tourny. Bon, disons, moi, ça ne m'étonne pas, mais ça nous rassure, parce que c'est ce qu'on demande depuis des années. Donc, finalement, vos résultats corroborent ce que nous disons. Nous disons, depuis des années, le patient doit être au cœur du projet et surtout, il doit être acteur de sa santé. Et un patient qui est acteur de sa santé, c'est un patient d'abord qui comprend ce qui lui arrive, qui comprend ses options et qui comprend toutes les palettes auxquelles il peut avoir accès. Et dans ces palettes, manifestement, les Suisses et les Suisses aimeraient pouvoir avoir accès à plus de choix qu'ils n'en ont peut-être aujourd'hui, en tout cas dans ce qui est remboursé. Je fais allusion à la médecine intégrative. Donc moi, ces résultats, ils ne m'étonnent pas, ils me confortent dans la conviction qu'est la mienne, qu'on doit vraiment passer d'un système qui était très vertical il y a quelques années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, il faut quand même le dire. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits par les prestataires de soins, par les médecins, par toute une série de personnes. Donc de ce système très vertical où finalement c'était le médecin qui vous disait ce que vous aviez à faire, à un système beaucoup plus horizontal où au centre c'est le patient, on lui donne finalement les options, on lui permet de véritablement avoir ce consentement éclairé, qu'il maîtrise quelles sont les conséquences de ces options et qu'ensuite il puisse choisir. Mais vous êtes deux très bons connaisseurs du système de santé. Concrètement, quand vous êtes dans le cabinet de médecin, est-ce qu'il vous est arrivé de poser des questions critiques à votre médecin? Est-ce qu'il vous est arrivé de dire non à un médecin? D'avoir dit non, je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, j'ai peut-être l'avantage de connaître un petit peu mieux le système et puis peut-être d'oser articuler, de dire je ne comprends pas ce que vous venez de dire, parce que souvent, quand même, le langage des médecins, même s'ils essayent, il y a d'énormes efforts qui se font, mais on parle toujours d'un ophtalmologue, je ne suis pas sûr, enfin moi j'étais encore un oculiste quand j'étais petit, un oncologue, je ne comprends pas, mais je sais ce que c'est qu'un cancer. Et du coup, dans ce langage qui est difficile, donc déjà oser poser ces questions, je ne suis pas sûr tout le monde là. Et puis moi, ce que j'apprécie dans mon médecin, je ne sais pas dans quelle mesure c'est toujours le cas, mais il me propose souvent des alternatives. Et du coup, automatiquement, on rentre dans un dialogue. On pourrait faire une radio ou on pourrait attendre. Et puis du coup, ça déclenche une question suivante. Mais si j'attends, qu'est-ce que c'est le risque? Quel est l'avantage? Quel est le risque d'une radio? Et là, je pense qu'on rentre vraiment dans une approche beaucoup plus horizontale, avec peut-être moins d'asymétrie d'information. Donc ça, j'espère que ça se passe. J'ai peut-être la chance avec mon médecin, je ne suis pas sûr que ça se passe toujours. Peut-être qu'avec les spécialistes, c'est aussi plus difficile. Je pense que les médecins de premier recours ont peut-être plus cette approche, cette empathie. Mais voilà, mais je pense qu'on peut le faire, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ose. Déjà, moi, je parle la même langue que mon médecin. D'autres personnes arrivent d'être avec un background qui est différent. Et là, j'espère aussi que les médecins posent ces questions ou proposent ces pistes pour automatiquement rentrer dans ce dialogue. Baptiste Tourny. Alors, en cela, je ne suis pas un bon président de la Fédération des patients, c'est que j'ai une santé de fer, donc je ne suis jamais chez mon médecin à peu près. Donc, j'ai cette chance-là. Mais disons, deux exemples où véritablement la question s'est posée. Récemment, j'ai eu un heureux événement dans ma famille et avec ma compagne, on a vraiment fait cet exercice pour l'accouchement, d'avoir un projet de naissance, d'en discuter et de ne pas être d'accord avec tout ce qu'il nous proposait. Et mon père, qui lui n'a plus la même santé que moi, a eu des assez graves problèmes de santé. Et là, effectivement, à un moment donné, nous avons demandé un deuxième avis parce que nous n'étions pas convaincus, que toutes les options étaient mises sur la table. C'est une démarche qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut la faire, et c'est pour ça que l'exemple n'est pas si mon fait, il faut aussi la faire en famille, il faut pouvoir discuter avec ses proches, et il faut se dire, est-ce que là, j'ai l'impression d'avoir tout? Il faut oser demander à son médecin. J'ai vraiment l'impression, et j'ai la conviction
que la nouvelle génération des médecins est beaucoup plus sensible à ça. Quand j'entends monsieur Bonvin dans le film que vous avez passé, c'est exactement ce que nous disons. Donc j'ai assez confiance là-dessus que le système évolue. Il est encore perfectible, mais je pense qu'il évolue dans le bon sens là-dessus. Ce n'est pas le cas dans tous les domaines. Je peux juste rajouter une chose qui me paraît importante, c'est pas de... Enfin, ce dialogue, c'est en fait un débat qui est complètement indépendant de médecine intégrative ou pas. On pourrait rester dans un silo de médecine traditionnelle, c'est pas que je suis en train de dire ça, mais si on le faisait ça, si on avait déjà ce dialogue-là, je pense qu'on aurait effectivement aussi quelque chose de plus important. Donc, il ne faut peut-être pas mélanger le fait de pouvoir parler, poser des questions à son médecin, ça veut tout de suite dire je suis pour toutes les médecines complémentaires. Je pense qu'il faut bien séparer ces deux choses. Mais ça demande une ouverture des praticiens. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un véritable choix éclairé du patient, qui puisse choisir entre les options qui sont à sa disposition, il faut qu'il ait un médecin qui lui propose ces options. Et donc qui connaisse les médecines, disons, traditionnelles et les médecines alternatives qui pourraient être efficaces dans le domaine. Vous devez avoir un praticien qui est ouvert. Et encore une fois, j'ai la conviction que c'est de plus en plus le cas, mais ce n'est pas encore le cas de tous les praticiens. Baptiste Urny, parlons maintenant de la voix des patients au Palais fédéral, là où se font les lois. Vous êtes conseiller national, mais vous n'êtes pas membre de l'influente commission de la santé. Est-ce que la voix des patients est écoutée à Berne? Alors écoutez, pas assez. Ça c'est assez clair. Il faut savoir que la présidente suisse, ma collègue Flavia Wasserfallen, qui est la présidente suisse de la Fédération des patients, elle est membre de la commission de santé, donc les choses changent un peu. Mais c'est vrai qu'on sent quand même un changement du discours. Il y a quelques années, les fédérations de patients étaient absolument pas écoutées. Aujourd'hui, disons qu'elles sont écoutées, mais pas forcément entendues. Mais c'est quand même une évolution qui est plutôt, à mon avis, positive. Là encore, on sent véritablement ces mouvements de fond qu'il y a eu au milieu du XXe siècle pour les consommateurs et les consommatrices. Là aussi, n'étaient pas du tout écoutés. Ils ont commencé à être écoutés. Ils se sont groupés en associations. On assiste exactement à la même chose avec les patients. Simplement, ça prend du temps. On voit aussi que dans d'autres pays, les patients sont beaucoup plus structurés, sont historiquement des associations beaucoup plus anciennes. Je pense par exemple à l'Allemagne, aussi beaucoup au monde anglo-saxon. Et donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Suisse par rapport à ça, mais ça prend du temps. Moi, j'aimerais juste rebondir parce que... Oui, est-ce qu'Avenir Suisse est écouté à Berne? Alors, malheureusement. Merci pour le compliment. Mais j'aimerais juste préciser... Tous les élus à la Berne fédérale sont des patients et patients potentiels, les fils et filles de patients. Je pense que c'est faux de croire que si la voix exprimée, c'est pas celle de la Fédération suisse des patients, qui est une voix essentiellement socialiste, votre présidente est socialiste, vous êtes socialiste, vos membres du comité sont socialistes, et si la représentation des patients n'est pas forcément la ligne du Parti socialiste, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les patients. On a peut-être d'autres façon d'anticiper la médecine, le système de santé et d'y voir une amélioration. Mais cela dit, c'est vrai qu'en Suisse, les systèmes de patients, peu importe leur orientation politique, ce n'est pas encore aussi bien développé, peut-être dans le domaine anglo-saxon. Et je pense que souvent, d'ailleurs, quand vous êtes tous des spécialistes de la santé, c'est rare d'avoir un patient. On est là, les deux, en bonne santé, en train de discuter de la situation des patients. Je pense que là, on peut quand même faire un effort de développer un réflexe, pas seulement en termes de genre, on est très masculin aujourd'hui, mais aussi de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment des personnes concernées par une maladie chronique, quand on organise ce genre de panel? Prenons un exemple concret, Baptiste Urny, soit le prix de référence des médicaments génériques. C'était une réforme qui promettait d'être très prometteuse dans la mesure où elle aurait dû déboucher sur des économies potentielles de 400 millions par année. Elle a fait naufrage au Conseil national. Elle est en train de faire naufrage au Conseil des États. Est-ce que c'est un échec pour les patients et les consommateurs face aux autres lobbies de la santé ? Oui, alors de manière assez évidente. Ça, c'était une réforme qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Le prix de référence des médicaments, c'était, disons, quelque chose qui était assez peu douloureux pour le patient, parce qu'en termes de prestations, il n'y perdait pas grand-chose. Il y avait juste une logique de dire ça doit être le médicament qui est le moins cher qui est proposé. Et encore une fois, il y a plein de pays qui ont fait l'expérience. Ça a marché. Et là, on s'est retrouvé effectivement face à un lobby, surtout des industries pharmaceutiques, et ça n'a pas réussi à passer. Et c'est extrêmement dommage, parce que des réformes, disons, aussi
peu douloureuse pour les patients et pour la population en général, parce que monsieur a raison de dire qu'on est tous un patient potentiel, on est tous aussi un consommateur potentiel, et je vous promets qu'à Berne, eh bien, la voix des consommateurs n'est pas très bien écoutée. Je vous fais aussi, je vous fais pas l'affront d'essayer de caractériser politiquement Avenir Suisse, mais ça pourrait aussi être assez amusant. Mais cela étant dit, ce que je veux dire, c'est que oui, alors cette réforme-là, le prix de référence des médicaments, c'est vraiment une occasion ratée, parce qu'il n'y en a simplement pas d'autres de réformes qui ont un impact financier de diminution, disons, qui est aussi indolore que celui-ci. Et c'est donc vraiment dommage qu'on soit passé à côté. Mais là aussi, j'ai la conviction que si ça ne passe pas cette fois-ci, ça reviendra forcément, parce qu'encore une fois, on ne peut pas justifier que le même médicament, le même, en Suisse, et puis dans un pays européen, ça passe du simple des fois à 10 ou 50 fois plus cher, et ça c'est complètement injustifiable. Et puis donc un jour ou l'autre, on y reviendra. Jérôme Cozandet, quand même, un mot sur le système de santé suisse qui est cher, hein, c'est 35 milliards par année pour la seule assurance de base, 85 milliards pour les coûts totaux. Est-ce que la qualité de ce système de santé est à la hauteur de ses coûts ? Bon, ça c'est la grande question du million ou des 83 milliards, mais effectivement, on connaît exactement ce que le système de santé coûte. Je ne suis pas sûr qu'on sait ce qu'il vaut. Cette thématique de la qualité, je pense que peut-être là, on sera peut-être même d'ailleurs pour une fois d'accord avec M. Ourny, mais aujourd'hui, on connaît très très peu sur le système, la qualité de ce système de la santé. Encore une fois, 85 milliards, c'est presque le PIB du Luxembourg, c'est énorme. Mais si on demande quelle est la qualité d'un hôpital, on vous sortira quelques indicateurs qui décrivent surtout l'acte technique, l'opération, est-ce qu'il y a eu une complication, est-ce qu'il y a eu une réinfection, mais est-ce que cette opération a été nécessaire, est-ce que, là peut-être que je vous rejoins, peut-être qu'avec une autre mode de thérapie, on aurait pu éviter cette opération. Donc la qualité de l'indication, on sait très peu. La même chose dans les soins de longue durée, l'aspect technique est beaucoup moins important, l'aspect du bien-être. Quand vous êtes en EMS, le but c'est pas de guérir, enfin le but c'est de vivre dignement la fin de sa vie. Et donc là je pense qu'on a un gros travail à faire pour demander aussi justement aux patients s'ils se sentent bien, s'ils se sentent écoutés, s'ils peuvent poser ces questions, s'ils se sentent intégrés dans les prises de décision. Et là, on pourrait améliorer le rapport qualité-prix. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on dépense trop par rapport à la qualité ou est-ce qu'on pourrait avoir la même qualité pour moins, mais on n'est pas dans une logique d'encourager une concurrence saine, c'est-à-dire sur la qualité, sur le rapport qualité-prix. On est uniquement dans une logique de gestion des coûts, de direction des prix. On essaie toujours de plus donner des directives en essayant... les initiatives qui sont lancées, ce n'est pas votre parti, c'est l'autre parti qui propose de limiter les coûts, mais on ne sait pas si limiter ces coûts va vraiment servir quelque chose. Moi je dis on pourrait très proposer toutes les opérations qui demandent un séjour à l'hôpital de plus de 3 jours, on les arrête. On va économiser énormément d'argent. Vous allez bien vous rendre compte qu'avec cette mesure-là, on va aussi avoir une perte d'utilité du système de santé. Donc, j'aimerais qu'on oriente plus notre système sur cette amélioration de rapport qualité-prix. Ça veut dire aussi une certaine concurrence, mais une concurrence qui se base aussi sur des indicateurs de qualité qui tiennent la route. Venons-en justement à ces initiatives populaires. Cette étude montre justement que 26% des répondants disent renoncer aux soins. Est-ce que la charge financière qui pèse sur le patient est devenue trop lourde ? Oui, de façon assez évidente, hein, j'entends. Aujourd'hui en Suisse, on le voit, et c'est qui ces 26% ? Il faut quand même comprendre les mécanismes, hein, et ça c'est très clair. C'est des gens qui n'arrivent pas à payer les primes avec des franchises qui sont basses, ils n'arrivent simplement pas à les payer. Alors ils prennent des franchises qui sont élevées et n'ont pas forcément les réserves, et puis ensuite ils se privent de soins parce qu'ils ne peuvent simplement pas payer. Et ça c'est la réalité dans notre pays pour un quart de la population. Et puis au-delà de ce quart de la population, il y a un tiers de la population en Romandie, un peu moins en Suisse alémanique, qui reçoit des subsides de la malle, donc qui doivent se faire aider pour payer. Donc on arrive vraiment à la limite, les gens n'arrivent plus à payer, et on est quand même le pays de l'OCDE où le paiement direct par citoyen, hein, enfin par patient, je ne parle pas du reste du système, mais ce qu'il doit payer, ce qu'il doit sortir de sa poche est le plus élevé. Donc on voit bien qu'on arrive à un moment donné où quand vous devez aider un tiers de la population, qu'il y a néanmoins un quart de la population qui renonce à des soins, et puis que chaque année les primes la malle augmentent, sauf quand le Parti socialiste lance une initiative pour faire une caisse unique à peu près, on arrive à un problème où il faut changer le système, il faut globalement changer le système. À mon avis, ça peut être l'initiative de mon parti, sur le plafonnement des primes. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un bon système de santé,
mais on a un système de financement de la santé qui est inquiétant et qui, à mon avis, va dans le mur. Alors, on va ouvrir maintenant la session des questions. Si vous en avez, levez la main et on va venir chez vous. Peut-être, Jérôme Causandet, vous alliez ajouter quelque chose. Je réagir à la question du financement, c'est une question essentielle, c'est clair. Mais là encore, dans cette idée de questionner, je veux dire, je discutais avec un médecin qui me racontait que s'il propose un IRM à quelqu'un qui n'a pas de franchise ou qui a déjà atteint sa franchise, on l'a fait de toute façon. Si quelqu'un a encore une franchise haute, il pose la question, est-ce que cet IRM, est-ce que cette analyse est vraiment nécessaire? Alors, ce qu'il faut éviter, c'est que la personne renonce à cette analyse pour des questions uniquement financières. Mais ça montre bien le fait que si on n'a aucun alignement des incitatifs entre la personne qui propose un traitement et celle qui doit la payer, on risque d'avoir, et on l'entend partout, des actes qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc là aussi, pour rétablir cette discussion, rétablir ce dialogue entre le médecin ou l'infirmier ou le thérapeute et son patient, je pense que le fait d'avoir une franchise, une participation aux frais, c'est aussi une façon de considérer non pas le patient juste comme un porte-monnaie, mais aussi comme un client à qui on doit expliquer les choses qu'on veut faire. Excusez-moi, c'est l'heure des questions. Dans le public Mais excusez-moi là-dessus, quand même deux petites choses. D'abord, ce n'est pas le fait des patients. Qu'il y ait des prestations parfois inutiles, médicales, je ne le conteste pas, mais ce n'est pas le fait des patients. Moi, je ne connais aucun patient qui, pour s'amuser le samedi soir parce qu'il s'ennuie, va à l'hôpital faire un examen. Enfin, c'est de toute façon pas agréable, c'est de toute façon du temps qu'on pourrait utiliser mieux que discuter ça. Avec des gens des urgences. Et donc, véritablement, cette criminalisation du patient, cette infantilisation du patient, c'est un discours qui est éculé et qui est simplement pas vrai. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Bonsoir, merci pour ce débat intéressant. Je comprends bien la problématique de l'intégration du patient et aujourd'hui on parle beaucoup de l'intégration de la population à la vaccination ou pas, avec toutes sortes d'avis d'experts, etc. Alors est-ce que vous arrivez à glisser cette intégration de la population par rapport au Covid et comment est-ce qu'on réagit bien ou mal? Merci. Mais là aussi, je pense que, et c'est le travail que beaucoup de médecins traitants le font, quoi. Les gens qui sont sceptiques par rapport à ce vaccin, certains c'est pour des raisons idéologiques, voilà, ceux-là on les laisse de côté, mais il y a d'autres gens qui ont effectivement des craintes sur les effets secondaires possibles ou potentiels de ces vaccins, et je pense que justement ça montre, si on arrive à poser cette question à son médecin traitant, je pense qu'on peut aussi faire quelque chose, mais je pense que beaucoup de médecins de famille, s'ils sont confrontés à cette situation, rentrent dans ces discussions. La seule crainte que je pourrais avoir, si je pense à ma sœur qui est médecin de famille, c'est que c'est vrai que si vous avez quelqu'un en face qui veut vous expliquer pourquoi les médecins c'est tous des charlatans et puis il ne faut pas le faire, vous voyez votre compteur qui tourne, puis vous savez qu'il y avait 3 autres patients qui attendent dans la salle d'attente et puis que c'est peut-être pas forcément la peine de prendre cette demi-heure pour expliquer quelque chose que quelqu'un ne voudra pas écouter la réponse. Donc là, il y a toujours un peu la même chose. Peut-être d'ailleurs la même chose, il y a aussi peut-être des patients qui sont contents qu'on leur dise il y a juste ce traitement à faire et qu'on ne leur donne pas le choix parce qu'ils seraient dépassés par le fait de devoir prendre une décision. Alors, de nouveau, l'infantilisation, très peu pour moi, mais ce que je peux répondre, c'est que la grande différence peut-être entre la lutte contre l'épidémie de Covid et, disons, la discussion sur le système de santé comme on le vit chaque année, c'est que dans la dimension de la lutte contre le Covid, il y a une dimension collective. C'est-à-dire que ce que fait votre voisin, ce que font les autres, vous impacte parce que ça continue de répandre l'épidémie ou pas. Tandis que si vous avez une maladie qui n'est pas transmissible, qu'on n'est pas en période d'épidémie, eh bien c'est un choix beaucoup plus personnel. Et disons que là, ce qui change peut-être un peu par rapport à tout le discours que nous avons tenu, c'est cet aspect collectif, où évidemment il y a un effort collectif à faire, il y a un effort de conviction collectif à faire pour que tous ensemble, on puisse sortir de cette situation où on n'a pas, ce monde dans lequel on n'a pas envie de traîner trop longtemps, je crois, ni vous ni moi. Jérôme Causandet, le mot de la fin? Oui, il y a encore une question? Non, volontiers, mais On a encore le temps pour une question. Monsieur. Merci. C'est plus une remarque qu'une question, mais vous avez parlé du choix qui peut être donné à un patient entre 2 traitements.
Moi, je vois avec mon dermatologue, et c'est arrivé parfois, mais je lui demande qu'est-ce que vous me conseillez, parce que c'est lui qui connaît le meilleur traitement qu'il peut me faire. Pensez pas? Moi, je pense que c'est important que vous posez la question, puis qu'il vous propose les deux traitements, mais encore une fois, je pense que la réponse... Enfin, il y a des traitements avec plus ou moins d'effets secondaires, il y a des traitements qui marchent plus ou moins vite, il y a des traitements qui sont plus ou moins invasifs, et la réponse, ce sera la vôtre. Est-ce que j'ai envie de me mettre une pommade tous les jours? Est-ce que j'ai envie d'attendre? Est-ce que j'ai envie de m'aérer? Je ne suis pas un dermatologue comme vous le voyez, mais je veux dire, je pense que c'est important d'avoir cette question, mais la décision finale, et je pense que là, ça ira aussi dans la mise en œuvre de cette thérapie. Si c'est votre conviction intime, ça c'est le bon traitement, parce que j'en ai parlé avec mon médecin et je suis d'accord avec les arguments qu'il a amenés, ben vous allez le faire. Si vous n'avez pas l'envie de le faire, puis qu'il vous dit faites ça, ben vous allez recevoir vos médicaments, votre pommade, et puis elle restera dans la petite boutique, dans la salle de bain, mais on aura perdu de l'argent et du temps. Voilà, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Merci donc à Jérôme Causandet et à Baptiste Tourny. J'appelle maintenant sur scène